pendant 3 jours, la route était déserte. Le 4e jour, quelqu'un a retrouvé la voiture, mais personne n'a retrouvé le couple. C'était le 20 janvier 1974, lorsque le gardien d'une ancienne plantation de café, à quelques kilomètres de Vassoura, aperçut un véhicule garé au bord du chemin de terre. Le soleil n'était pas encore couché, mais la chaleur faisait déjà vibrer l'air. La poussière rouge s'élevait facilement au moindre souffle d'air, et c'est ainsi qu'il comprit que la voiture n'était pas là la veille. C'était une Variant neuve, vert clair, avec le coffre grand ouvert et 2 valises ouvertes, des vêtements d'hommes et de femmes posés sur le sol. Côte à côte, 2 sandales usées. Aucune trace de pas, aucun bruit. La voiture était verrouillée de l'intérieur, les vitres remontées, la clé toujours sur le contact. À l'intérieur des sacs se trouvaient des chemises pliées à la hâte, des sous-vêtements, une bouteille de parfum à la lavande et une robe fleurie suspendue au rebord métallique du coffre, comme si elle avait été laissée là avec soin ou intention. La route traversait l'un des tronçons les plus calmes de la vallée du Café, entre des fermes centenaires, des eucalyptus et d'anciennes voies ferrées désaffectées. La route était rarement empruntée, surtout en été, lorsque les pluies rendaient la boue dangereuse. Il était rare de croiser des touristes en chemin, et encore plus rare de croiser une voiture neuve sans poussière sur les pneus, sans trace d'effraction ni de dommages. À l'arrivée de la police, près de 7 heures après l'appel, elle a confirmé que le véhicule était immatriculé au nom de Neuza Helena Duarte, 25 ans, assistante d'une enseignante dans une école publique de Rio de Janeiro. Elle vivait à Grajaú avec sa mère et ses 2 jeunes sœurs. Quelques jours plus tôt, elle avait épousé Roré Celestino, 31 ans, technicien des Limitelges, qui avait grandi à Marshall Hermès et était connu de ses collègues pour son calme et sa méthode. Le mariage a été célébré dans la salle paroissiale de l'église du Sacré-Cœur, avec une réception dans le jardin familial, un gâteau à étage et quelques photos. L'une d'elles, prise à la sortie de l'église, montrait le couple souriant, elle portait la même robe à fleurs que celle qui reposait maintenant dans le coffre. La lune de miel serait simple, expliqua Roré à son beau-père, un road trip à travers les montagnes de la campagne de Rio de Janeiro, passant par Miguel Pereira, Patido Alfer et Vassoura, puis en direction du Minas Gerais. Il voulait montrer à Neuza les anciennes voies ferrées, les demeures coloniales et les maisons d'hôtes qu'il avait fréquentées avec son père dans les années 1960. Rien de spécial, juste 2, la route et un voyage tranquille pour commencer leur vie commune. La dernière fois que quelqu'un a entendu la voix de Roré, c'était au téléphone, depuis un bureau de poste de Miguel Pereira, le 17. Il a dit à sa sœur qu'ils allaient bien, qu'ils avaient dormi dans une maison d'hôtes appelée Estação do Vale et qu'ils reprendraient leur route le matin même. Après cela, plus aucune nouvelle. L'apparition de la voiture 3 jours plus tard a déclenché une série confuse d'appels téléphoniques, d'attentes et de rendez-vous manqués. D'abord les petits journaux, puis la radio. L'histoire était lassante, un couple de Rio de Janeiro disparaît lors d'un voyage de noces dans la campagne de Rio. La nouvelle a pris les 2 familles au dépourvu. Aucune des 2 ne savait que le couple avait dépassé Miguel Pereira. Mais le plus troublant n'était pas la disparition elle-même, mais la scène laissée derrière elle. La robe de Neuza était propre, soigneusement pliée, encore parfumée, ses sandales étaient côte à côte, comme si elles avaient été retirées volontairement, rien n'avait été dérangé, pas une goutte de sang, pas une égratignure sur la voiture. Cela semblait mis en scène, mais mis en scène par qui, et pourquoi? Et le plus intrigant, les documents étaient intacts dans la boîte à gants, les bagues n'étaient pas là, le portefeuille de Roré vide d'argent était sous le siège du conducteur, mais il n'y avait aucun signe de hâte, ni de lutte, ni de fuite. Là, dans ce coin oublié de Val do Café, la police a déposé le premier signalement de disparition, et les parents de Neuza, assis dans le salon étouffant de leur appartement de Grajaú, ont commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas, et que ce n'était pas un retard de voyage. C'était autre chose, quelque chose de plus profond. Dans la boîte à gants, un détail passé inaperçu, la carte routière pliée à l'envers, avec un cercle au crayon. Lorsque les experts ouvrirent la voiture de Roré et Neuza, ce qu'ils découvrirent leur parut presque banal, son portefeuille vide, la boîte à gants remplie de papiers divers et une vieille carte Shell, marquée à la main sur un tronçon entre Valença et un chemin de terre menant au village d'Ipiaba. La marque en elle-même n'était pas particulièrement visible,
mais le fait que la carte soit pliée à l'envers suggérait qu'elle avait été ouverte récemment. Au commissariat de Vassoura, l'affaire circulait déjà par le bouche à oreille. Un policier de service cette semaine-là, l'employé Amaral, raconta avoir vu Roré une autre fois quelques mois plus tôt, cherchant son chemin vers l'ancienne gare de la Conservatoria. Roré était fasciné par les voies ferrées désaffectées et, selon Amaral, était le genre d'homme à transporter des cartes pliées dans la poche de sa chemise. Mais Amaral hésitait, il n'était pas sûr qu'il s'agisse du même homme, et la seule photo qu'ils avaient datée du mariage, Roré souriant, rasé de près, avec des fleurs en arrière-plan n'a pas du tout l'air d'un homme perdu cherchant son chemin. Pendant ce temps, à Grageot, les familles de Neuza et Roré peinaient à rester unies malgré la tension croissante. Sa mère, Aura, pleurait en silence jusqu'au petit matin, persuadée que sa fille avait été victime d'un accident. Alfredo, le frère aîné de Roré, commença à faire pression sur la police pour qu'elle mène des recherches plus approfondies, engageant même un ami de la marine à la retraite pour l'aider à trouver des cartes et des radios. Ce que personne n'a dit à voix haute, mais que beaucoup ont pensé, c'est que le couple avait peut-être été impliqué dans quelque chose. Il n'était pas rare dans cette région que des voyageurs disparaissent sur de mauvais chemins. On rapportait des cas d'hommes disparaissant dans des maisons closes clandestines ou au cours de bagarres de bar, mais Neuza et Roré ne correspondaient pas à ce profil. Rien dans leur histoire ne laissait présager un comportement impulsif. Ni l'un ni l'autre ne buvait, ne consommait de drogue et n'avait de casier judiciaire. Les enquêtes ont suivi des chemins parallèles. La police de Vassoura a commencé à interroger les propriétaires de pensions et les employés de stations-service. À El Estaçao d'Oval, l'auberge où le couple a dormi la nuit du 16, la propriétaire, une femme nommée Irasma, a confirmé qu'ils étaient arrivés calmement, avait peu parlé et était parti tôt le lendemain. Elle avait bu du café au lait, il avait mangé du pain sec. Ils étaient calmes, voire trop polis, a-t-elle dit. Ils m'ont demandé leur chemin vers une route peu sinueuse, ils souhaitaient un itinéraire plus paisible pour rejoindre Valença. Mais le détail le plus étrange n'a paru que le lundi suivant, lorsqu'une des valises du coffre fut inspectée de plus près. À l'intérieur se trouvait une fine enveloppe contenant 4 photographies en noir et blanc, apparemment prises des semaines avant le mariage. 3 d'entre elles montraient Roré seul devant une voie ferrée abandonnée, la 4e montrait Neuza assise au bord d'une fontaine, riant de quelqu'un hors champ. Au dos de la photo, d'une écriture cursive tremblante, était écrit « Tout commence ici ». La question était « Qu'est-ce qui a commencé là ?» La police a tenté d'agrandir les images, mais la résolution était médiocre. Tout ce qu'ils savaient, c'est que la source de la photographie ne provenait d'aucun lieu touristique connu, ni de la zone rurale de Rio, ni du circuit traditionnel des villes historiques. Personne ne l'a reconnu. L'hypothèse d'une fuite volontaire fut évoquée, mais rapidement écartée. Les cartes bancaires étaient intactes, l'argent n'avait pas été retiré et, surtout, les vêtements de Roré portaient encore l'étiquette du magasin de tissus de Meir, où il achetait habituellement des chemises sur mesure. Autrement dit, ils avaient été portés pour la première fois lors de ce voyage. Le silence de la route devint alors plus inquiétant que l'absence des corps, car tout indiquait qu'ils avaient disparu ensemble au même instant, et la route où ils se trouvaient était si étroite, si isolée, que le moindre mouvement étrange aurait laissé une trace. Mais il n'y avait aucune trace, aucun bruit, juste la variant garée au bord du champ de poussière, la robe de Neuza suspendue au pare-choc comme un fantôme anonyme. Attention, si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'ici, abonnez-vous pour continuer à entendre parler d'affaires similaires. Il reste encore beaucoup à découvrir. Continuons. Au centre du bureau du commissariat, cette photo en noir et blanc est restée sans réponse. Mais ce que personne ne savait, c'est que quelqu'un était déjà venu à cet endroit. Mercredi après-midi, 6 jours après l'apparition de la voiture, l'image de la fontaine où Neuza était assise a été montrée à Monsieur Ahuizio, un ancien cheminot de la région. Âgé de 74 ans, il habitait Barade-au-Pirée et marchait avec difficulté, mais il se souvenait encore précisément des sources d'eau qui alimentaient les anciens trains de la centrale. En voyant la photo, il fronça les sourcils. C'est là que se trouve l'ancien abattoir. C'est après le virage en Génaud de Dantreau, dans la zone désaffectée. Ce n'est pas un lieu touristique, seuls les locaux le connaissent,
dit-il sans hésiter. La zone en question était difficile d'accès, routes fermées, hautes forêts, chemins envahis par la végétation. Elle ne figurait sur aucune carte touristique, mais les anciens s'en souvenaient encore comme d'un point de transit pour les troupes, puis pour les trains de marchandises, dans les années 1940. Fort de sa parole, la police locale décida de constituer une petite équipe et de se rendre sur les lieux le lendemain. Jeudi matin, sous un ciel clair et un air sec, les policiers traversèrent la route jusqu'à ce qu'ils trouvent le chemin indiqué. La source, bien que recouverte de branches et de feuilles sèches, était toujours là. Le banc de pierre, le même que sur la photo, se tenait toujours sous ses racines. Tout indiquait que la photo avait été prise là des semaines avant la disparition. Mais ce qui retint le plus l'attention fut ce qui se trouvait derrière le banc, entre deux gros rochers, partiellement dissimulés sous des feuilles, un mouchoir blanc brodé de fleurs. Les experts légistes confirmèrent plus tard que le tissu correspondait aux objets trouvés dans la valise de Neuza, c'était bien la sienne. Plus qu'une indication de passage, cela fut interprété comme un signe de retour. Peut-être le couple était-il revenu, ou peut-être n'était-il jamais parti. Les enquêteurs commencèrent à élaborer des hypothèses plus concrètes, notamment celle d'avoir été surpris ou approché par quelqu'un à cet endroit. Les rumeurs se multiplièrent dans la région. Certains affirmaient que la zone était fréquentée par des chasseurs, d'autres parlaient d'anciens cheminots vivant encore dans des cabanes à proximité, mais rien n'indiquait un danger direct. Malgré cela, le procureur de Vassoura a demandé des renforts de la capitale pour poursuivre les recherches dans les environs. De retour au commissariat, la sœur de Roré, Léla, s'est présentée pour remettre un carton contenant les vieux papiers de son frère. Parmi eux se trouvaient des carnets de notes sur des voies ferrées abandonnées, des cartes dessinées à la main et, chose inattendue, un journal de voyage commencé quelques jours avant le mariage. Roré y décrivait ses projets de visiter des lieux oubliés de la vallée, d'y consigner ses souvenirs d'enfance et prenait des notes détaillées sur les endroits où il pourrait s'arrêter avec Neuza. Sur la dernière page, il y avait une courte phrase vague, « Si elle aime cet endroit avec la source, j'envisagerais peut-être d'y retourner un jour. » Cette phrase avait été écrite 3 jours avant le mariage. Le doute s'est alors déplacé. Roré connaissait déjà l'endroit et y avait emmené Neuza avec une certaine intention peut-être romantique, peut-être nostalgique. Mais si c'était prévu, pourquoi la famille n'a-t-elle rien dit? Pourquoi la voiture est-elle apparue de l'autre côté de la route? Et, plus inquiétant encore, pourquoi avoir laissé sa robe exposée dans le coffre? Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, abonnez-vous pour continuer à lire. Il reste encore beaucoup à découvrir. La source recèle encore bien plus que de l'eau. Le journal semblait simple, mais il y avait des passages où Roré écrivait comme s'il laissait des indices, plutôt que de simplement consigner des souvenirs. Les notes trouvées dans le carnet de Roré ont continué d'être examinées pendant 2 jours. Les experts de la police civile de Rio de Janeiro, dépêchés spécialement sur place, ont remarqué une régularité dans sa façon de décrire les itinéraires et les lieux, tout était consigné à la 3e personne, comme s'il parlait d'autres voyageurs. Une page, par exemple, disait « Le couple arriva fatigué mais curieux, l'homme semblait reconnaître les sentiers, la femme souriait, encore méfiante de l'isolement. » Le banc de pierre était propre et le bruit de l'eau les empêchait d'entendre autre chose qu'eux-mêmes. Ce style d'écriture retint leur attention. Il était possible qu'il s'agisse simplement d'un style littéraire, mais cela pouvait aussi indiquer que Roré avait des projets de voyage plus complexes. L'équipe dirigée par le chef de la police, le docteur Mauricio Lopes, retourna à la source avec un regard neuf. Si Roré y était déjà allé et espérait y retourner, peut-être y avait-il d'autres choses à découvrir. En costume, de l'autre côté de la source, sous un monticule de pierres plus grosses, les policiers découvrirent un petit compartiment sec. À l'intérieur, une enveloppe scellée avec du vieux ruban adhésif, usé sur les bords mais encore lisible. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient 3 objets, une photo de Roré jeune, avec 2 hommes non identifiés sur une voie ferrée, une lettre avec des phrases décousues sur le temps qui ne revient jamais et les lieux qui gardent le non-dit, et une vieille carte Tellerge, avec le nom d'un superviseur, le même qui confirmerait plus tard à la police que Roré avait démissionné 3 semaines avant le mariage, sans donner de raison. Cette nouvelle fut un choc pour la famille.
Aucun membre de la famille n'était au courant du licenciement, Rory avait déclaré être simplement en vacances. Cette révélation toucha particulièrement son frère Alfredo, qui commença à envisager la possibilité que Rory cachât quelque chose, non pas à la police, mais à sa propre vie. Pendant ce temps, l'affaire prenait de l'ampleur dans les journaux de la capitale. Des titres comme « Mystère à Valdo Café »,« Un couple disparaît sans laisser de traces » commençaient à circuler dans les colonnes, mais cela suffisait à attirer les curieux dans le quartier. La circulation routière s'intensifiait, compliquant le travail des enquêteurs. Lors d'un entretien informel, le chef Mauricio a déclaré « Il n'y a pour l'instant aucune preuve d'acte criminel, mais il n'y a pas non plus d'explication rationnelle à la disparition. La voiture n'a pas été abandonnée par accident, elle était positionnée, c'est certain. » Dans ces conditions, l'hypothèse d'une fuite volontaire était de nouveau d'actualité, mais le journal, les objets et l'absence de pillage ou d'appel téléphonique indiquaient le contraire. La police a alors commencé à enquêter pour savoir si une troisième personne était impliquée ou quelqu'un qui connaissait les deux hommes ou qui attendait quelque part sur la route. C'est à ce moment-là que Donna Irasma, la propriétaire de l'auberge de Miguel Pereira, a décidé de remettre un mot qu'elle conservait depuis leur arrivée. Selon elle, Rory avait laissé le papier plié sur la table de la chambre, écrit au stylo bleu. L'écriture ressemblait à la sienne. Sur le papier, une seule phrase figurait, « Si quelqu'un trouve ceci, cherchez le virage du 8e kilomètre. » C'était un tronçon de route connu seulement de ceux qui y habitaient, et aucun membre de l'équipe n'y était jamais allé. C'est étrange comme parfois les réponses se cachent dans des phrases que personne ne remarque. Si vous souhaitez continuer à entendre cette histoire telle qu'elle a été vécue, abonnez-vous. Au virage du 8e kilomètre, quelque chose était sur le point d'être découvert. Le virage du 8e kilomètre suivait une légère montée, entourée d'une forêt dense. Mais ce n'était pas un paysage qui se présentait à nous, c'était un choix. Le samedi matin, une équipe de la police civile, accompagnée d'un guide local, arriva au virage indiqué sur la note laissée dans la chambre de la maison d'hôte. Ce tronçon, rarement emprunté par les véhicules, consistait en un long virage à gauche, marqué par un ravin envahi par les herbes et les rochers. Il n'y avait ni panneau ni maison à proximité, juste un étroit chemin de terre quittant la route principale pour s'enfoncer dans la forêt. Par mesure de sécurité, les agents décidèrent de poursuivre à pied. Le sentier latéral menait à une clairière accidentée, où les racines d'arbres centenaires apparaissaient telles des veines dans la terre sèche. Là, à l'ombre d'un eucalyptus tordu, se dressait une petite structure en bois recouverte de bardeaux d'amiante, elle ressemblait à une ancienne remise à outils, peut-être utilisée par les cheminots il y a quelques décennies. Sur le sol en terre battue, des traces de pas fraîches non pas de pneus ni d'animaux, mais des empreintes humaines, apparemment de chaussures d'hommes. Le bois de la porte était fissuré, mais non forcé. En l'ouvrant, les agents trouvèrent une chaise, une tasse en métal, un torchon humidé, dans le coin opposé, une boîte en bois contenant des vêtements pliés. Parmi eux se trouvait un objet immédiatement reconnaissable, la chemise beige de Rory, portant l'étiquette du tailleur où il achetait ses vêtements amers. À côté, un chemisier léger, semblable à celui que portait Neuza. Il n'y avait ni sang, ni trace de lutte, juste le silence. Suite à la découverte, la police décida de boucler le site. Un expert confirma que les objets n'étaient pas restés là depuis longtemps, peut-être une semaine. Cela coïncidait avec la date de la disparition, ce qui signifiait que quelqu'un s'y était rendu récemment, peut-être les disparus eux-mêmes. On commença à soupçonner que Rory avait planifié cette halte. L'abri, bien que rustique, offrait abri, ombre et un point d'eau à proximité, comme le rapporta le guide local. Mais pourquoi se cacher là? Fuyait-il quelqu'un ou évitait-il simplement quelque chose qu'il ne voulait pas affronter? À mesure que l'équipe rassemblait des preuves, de nouvelles informations apparurent. Léla, la sœur de Rory, se souvenait que quelques jours avant le mariage, il avait évoqué avec désinvolture son souhait de disparaître du monde pendant quelques jours. Sur le moment, elle avait cru à une simple métaphore. Après tout, il semblait fatigué par le travail, les pressions familiales et les dettes. Mais cette expression prenait alors un tout autre sens. Pourtant, la silhouette de Neuza restait un mystère. On savait d'elle qu'elle était stable,
raisonnable et ordinaire. Il était peu probable qu'elle ait accepté de disparaître sans prévenir personne, et encore moins qu'elle ait délibérément inquiété ses parents. Sur le banc du commissariat, Donna Auria fixait le portrait de sa fille, les yeux fixés à voix basse, elle avait peur du noir, elle ne dormait pas seule dehors, même petite, et maintenant, si loin. Je n'arrive pas à comprendre. La police a alors envisagé deux possibilités simultanées, soit Rory avait orchestré une évasion que Noza avait acceptée, peut-être par amour ou soumission, soit les deux hommes avaient été emmenés là pour une autre raison, et quelque chose les empêchait de partir. En revenant du refuge, l'un des policiers a aperçu, à quelques mètres de la route, un arbre dont le tronc était légèrement entaillé. Dessus, 2 lettres gravées au canif, N+J. Simple, intime, non daté. Cela peut sembler un simple geste romantique, mais lorsqu'il ne reste que des traces, même des initiales sur un arbre peuvent en dire plus qu'il n'y paraît. Si cette histoire vous captive encore, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite, car dans cette clairière, le silence semblait choisi. Ce qui n'aurait dû être qu'une marque sur l'arbre a pris une autre dimension lorsque les voisins ont commencé à parler. Et personne ne s'attendait à ce qu'ils disent. Le lundi suivant la découverte du refuge, 2 habitants de longue date de la région d'Ipiaba se sont rendus au commissariat de Vassoura. Sans lien direct avec l'affaire, ils souhaitaient signaler un incident survenu la semaine précédente. Le premier, Herminio, 82 ans. Il a déclaré avoir remarqué un mouvement inhabituel au détour du virage. Pendant 3 nuits consécutives, entre le 17 et le 19, il a entendu des bruits de voitures et des pas provenant des bois, un phénomène rare dans la région, surtout la nuit. Ce n'était pas un animal, ni une personne se promenant avec une lampe torche, a-t-il précisé. La deuxième personne était une jeune fille de 16 ans nommée Rita, qui vivait avec sa grand-mère dans une maison simple près de la route. Elle raconta avoir vu un homme grand et mince aux cheveux noirs debout près de l'entrée du chemin de terre, comme s'il attendait quelqu'un. Elle ne pouvait pas voir son visage, mais elle se souvenait d'un détail, il tenait une liasse de papier dans sa main gauche et semblait constamment consulter sa montre. Ces rapports coïncidaient avec la date du dernier déplacement connu du couple. Si Rory et Noza avaient effectivement été au refuge, qui d'autre aurait pu s'y rendre? Avait-il été vu? Avait-il accueilli quelqu'un? Sur cette base, le chef Mauricio a autorisé une opération de ratissage complète autour du virage. Des cheveux et des fragments de tissu ont été retrouvés dans les branches sèches près de l'abri, les analyses médico-légales ont confirmé plus tard leur compatibilité avec Noza. Ils ont également découvert des traces de feu, des cendres fraîches et une boîte de conserve dont l'étiquette était partiellement lisible, périmée en décembre 1973. Tout suggérait que quelqu'un était présent depuis au moins 2 jours. La grande question était désormais, pourquoi, alors que leur voiture, leurs vêtements et leur destination étaient déjà fixés, le couple s'était-il arrêté là? Par peur? Par protection? Attendait-il quelqu'un? Cet après-midi-là, l'enquête reçut un curieux document, une note anonyme, remise au commissariat, manuscrite sur un bloc-notes médical, avec une seule phrase, « Renseignez-vous à l'ancienne station d'Ipiaba ». Tout n'a pas été enterré. L'équipe, intriguée, s'est immédiatement rendue sur place. L'ancienne gare, désactivée depuis les années 1950, n'était plus qu'un bâtiment délabré, au toit partiellement effondré et aux murs couverts de moisissures. Malgré cela, en fouillant l'intérieur, les agents ont découvert quelque chose qui manquait lors de la précédente visite des journalistes, une trousse de premiers secours en métal contenant des bouteilles d'alcool vides, un chiffon taché de sang et un flacon d'analgésique de la même marque, retrouvés dans la voiture de Rory. Cela raviva une vieille hypothèse, quelqu'un aurait pu être blessé et transporté d'urgence à l'hôpital. Le détail le plus troublant survint lorsqu'un des policiers aperçut, au fond de la boîte, une page déchirée d'un carnet, écrite de l'écriture penchée et précise de Rory. Le texte était bref, « Je suis resté, mais elle est restée ». Il fallait que ce soit ainsi. C'était la première fois que quelqu'un lisait une phrase sur le ton de l'adieu et tout changea. Qu'est-ce que cela signifiait? Que Rory était vivant? Que Noza était parti de son plein gré? Les réponses n'étaient pas encore arrivées, mais pour la première fois, le doute commençait à s'enrichir d'un nouvel élément, la séparation.
Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous pour découvrir ce que cette histoire vous réserve. Parce que la station était vide, mais cette phrase n'a pas été écrite au hasard. La phrase trouvée dans la trousse de premier secours suscita plus que des soupçons, elle fit naître une nouvelle forme de douleur, une absence volontaire. Je suis resté, mais elle est partie. Il fallait que ce soit ainsi. La feuille contenant cette phrase fut immédiatement soumise à une analyse médico-légale, qui confirma l'évidence, l'écriture était celle de Roré. Le papier, tiré d'un carnet ordinaire, présentait également une petite tache dans le coin inférieur, probablement du sang séché, et un pli en V, comme s'il avait été conservé dans une poche pendant un certain temps. La phrase a transformé le récit. Jusque-là, tout avait tourné autour d'une disparition commune. Une nouvelle possibilité émergeait, Neuza était en vie, mais plus avec Roré, ou Roré était resté caché pendant son départ, seul ou de force. Ce qui a le plus perturbé les chercheurs, c'était le ton de la phrase, il n'y avait ni angoisse, ni désespoir, ni urgence, il y avait l'acceptation. Et c'était, pour la mère de Neuza, le plus douloureux. On dirait qu'il a laissé ma fille partir. Mais où, répéta-t-elle, assise près de la cheminée éteinte, la photo de mariage sur les genoux. Les jours suivants furent consacrés à la recherche de documents dans la région d'Ipiaba susceptibles d'indiquer une activité inhabituelle. Un commerçant local, propriétaire d'une ancienne épicerie près de la ligne ferroviaire désaffectée, se souvint que, tard dans l'après-midi du 18, une femme avait demandé une bouteille d'eau et une pâte de goyave. Elle était seule, vêtue d'une robe claire, les cheveux attachés, et paraissait très fatiguée. Elle ne paya pas, elle laissa une broche en garantie. Elle ne revint jamais. La broche était décrite avec précision, en or, en forme de fleur, avec des touches de verre vert. Lorsque Léla, la sœur de Roré, lui montra la description, sa réaction fut immédiate, c'était celle de Neuza, un cadeau de notre mère avant nos fiançailles. La police élargit alors le périmètre. Si Neuza avait été vue seule après la possible blessure de Roré, elle aurait pu se rendre seule à proximité. Les petites villes de la région Valença, Santa Isabel et Rio das Flores furent prévenues, mais rien de concret ne fut révélé. Pendant ce temps, à Rio, la vie commençait à changer malgré son absence. À l'école où Neuza enseignait, une remplaçante a pris la relève. Les élèves ont créé une fresque murale avec des dessins et des lettres adressées à l'enseignante. L'une d'elles disait, « Tante Neuza, reviens vite. On te garde ta place. » Ce qui hantait le plus la famille, c'était le silence, le téléphone fixe ne sonnait pas, pas de lettres, pas de notes, pas de nouvelles pistes. Puis la police reçut une enveloppe envoyée de Rio de Janeiro même, sans adresse de retour, oblitérée par Marshall Hermès, le quartier où Roré avait grandi. À l'intérieur se trouvait un seul objet, un négatif photographique, encore dans son emballage d'origine. Une fois développé, le négatif ne révéla qu'une seule image, un paysage, le sentier abandonné entouré d'herbe haute, avec la source en arrière-plan. Assise sur le rocher où Neuza se trouvait auparavant, se trouvait maintenant une femme, le visage partiellement masqué par ses cheveux. Ce qui retint le plus l'attention fut le détail à côté, une paire de sandales usées, identique à celle laissée dans le coffre de la variant. Mais le plus étrange était ce qui apparaissait dans le coin inférieur de l'image, le bout d'un pied masculin, comme si le photographe était tout près. L'image est arrivée au commissariat le 29. Personne ne savait qui l'avait prise ni où exactement, mais le développement du négatif a tout changé. Car si quelqu'un a photographié cette scène, quelqu'un était avec elle ou l'a vue, ou l'a suivie et cette personne n'avait peut-être pas encore tout raconté. Si cette histoire vous incite à vous interroger sur ce qu'il reste à découvrir, inscrivez-vous. Il y a encore d'innombrables pistes à explorer. La photographie retrouvée dans l'enveloppe sans adresse de retour devint le nouveau point central de l'enquête. Le négatif, soigneusement développé par un spécialiste de la police technique, montrait le nettoyage de la source d'eau déjà connue des agents. La végétation en arrière-plan indiquait que la photo avait été prise le matin, peut-être le jour même où les affaires de Neuza avaient été retrouvées. La silhouette assise sur le rocher, les cheveux détachés, la robe légère et le regard bridé, semblaient être Neuza. Cependant,
comme personne ne pouvait l'affirmer avec certitude, la photo fut soumise à une analyse comparative avec les photos de mariage précédentes. Le résultat fut incertain, mais le rapport indiquait une forte probabilité qu'il s'agisse de la même personne. Plus déconcertant, cependant, était le pied masculin visible dans un coin de l'image. La botte semblait ordinaire, mais usée, et l'angle de la photo suggérait que l'homme se tenait à proximité, peut-être en train d'observer, peut-être de surveiller. Cela laissait penser qu'il ne s'agissait pas d'un simple souvenir, mais d'un enregistrement intentionnel, et pire encore, peut-être réalisé par quelqu'un suivant les pas du couple. La police a commencé à envisager la possibilité d'une surveillance et à enquêter sur les habitants du quartier qui auraient pu avoir accès à des caméras à l'époque. En 1974, posséder son propre matériel photographique était rare, surtout en dehors de la capitale. Mais un nom est apparu, João Mario de Abreu, 39 ans, ancien employé du réseau ferroviaire fédéral. Après avoir été licencié pour problèmes psychiatriques en 1970, il a commencé à vivre isolé dans une cabane près de l'ancienne gare d'Ipiaba. Il avait la réputation d'être excentrique, mais il n'avait jamais été impliqué dans quoi que ce soit de grave. Selon les habitants, il possédait un vieil appareil photo russe, offert, selon lui, par un cousin, et aimait photographier paysages et animaux. Les agents se sont rendus sur place, mais n'ont pas trouvé João, la porte était verrouillée de l'intérieur, ce qui a éveillé les soupçons. Après avoir obtenu une autorisation judiciaire, ils ont forcé l'entrée. À l'intérieur de la maison, ils ont découvert des dizaines de négatifs, des enveloppes photographiques vides et un mur entier recouvert de tirages noirs et blancs, tous des lieux déserts, arbres, sentiers, ruines. L'une des images, datée à la main du 19, montrait le même angle que la photo envoyée au commissariat. Seule différence, la femme n'était plus assise, mais debout, le dos tourné, marchant vers les bois. La confirmation que João avait filmé au moins 2 moments proches de la disparition a renforcé l'urgence de l'affaire, mais l'homme semblait avoir disparu. Au fond de la cabane, ils découvrirent un trou à peine recouvert de bois. À l'intérieur se trouvait un sac à dos contenant des vêtements d'homme, 3 bouteilles d'eau, une lampe de poche cassée et un carnet aux pages arrachées. Il ne restait du carnet que des phrases courtes, espacées, parfois incohérentes. Le silence est ce qui crie. Elle ne voulait pas y aller. Il me fixait. Personne n'écoute ce qu'il ne veut pas entendre. La police, désormais certaine que João avait vu le couple, ou une partie d'entre eux, commença à le considérer comme un témoin clé. Mais sa disparition soulevait une autre question, qui ou quoi fuyait-il? À côté, une femme a rapporté avoir vu João monter à bord d'un camion de lait le matin du 22. Il portait un vieux sac et une serviette en cuir et disait se rendre à Valença. On ne l'avait plus revu depuis. L'affaire, qui semblait stagner jusque-là, évoluait désormais intérieurement, comme si chaque révélation apportait plus de questions que de réponses. Si cette histoire vous incite à explorer les recoins les plus secrets, abonnez-vous. Car João savait quelque chose, et personne ne voulait qu'il parle. João Mario avait disparu depuis seulement 4 jours, mais on avait le sentiment qu'il avait emporté une clé importante. Il était peut-être trop tard pour le retrouver. Les recherches pour retrouver João Mario ont mobilisé des policiers civils de Vassoura et Valença. La dernière piste solide était qu'il était monté à bord d'un camion de lait en direction de Valença, avec un sac et une serviette en cuir à la main. Le conducteur du véhicule, retrouvé 3 jours plus tard, a confirmé l'identité de l'autostoppeur. João a demandé à s'arrêter près du pont Faguinde, prétextant qu'il allait dans les bois. Il semblait nerveux, mais parlait doucement, précisant simplement qu'il devait régler quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Au pont de Faguinde, il n'y avait qu'un sentier escarpé qui menait à un ancien ruisseau avant de disparaître dans les bois. La police suivit le sentier pendant des heures jusqu'à ce que, à un endroit où le sol était plus meuble, l'un des chiens renifleurs s'arrête. La terre avait été récemment retournée. Ils creusèrent. La première chose qu'ils trouvèrent fut la mallette en cuir. À l'intérieur, plusieurs négatifs non développés, les documents de João et une enveloppe blanche contenant 2 photos. Sur la première photo, Roré apparaît seul, adossé à un arbre. Sur la seconde,
prise apparemment quelques minutes plus tard, Neuza marche quelques mètres plus loin, regardant derrière elle. Aucun des deux ne semble conscient d'être photographié. Le contenu confirmait ce que l'on soupçonnait déjà, João était avec eux, ou du moins les suivait. On ignorait encore pourquoi. Quelques mètres plus loin sur le sentier, les agents ont trouvé João. Il était vivant, mais affaibli, apparemment désorienté, avec des griffures et une déshydratation sévère. Il a été immédiatement conduit à l'hôpital de Valença, où il a été placé en observation. Le lendemain matin, il a été interrogé par un psychologue légiste, mais il n'a répondu que par des phrases. Bref mais lucide, je n'ai blessé personne, j'ai juste observé. Ils ne se sont pas battus, elle parlait doucement, il pleurait, elle voulait partir, il voulait rester. Puis ils ont disparu. J'ai cru qu'elle revenait. Les déclarations étaient soigneusement notées. Ce qui a retenu mon attention, c'est le ton, João ne semblait pas délirant. C'était confus, certes, mais dans la logique des faits. Le psychologue a conclu que João souffrait de troubles légers, mais possédait une mémoire et un sens de l'observation précis. Il n'était pas agressif et, surtout, semblait effrayé. Au commissariat, les photos ont été agrandies. La date estimée sur la pellicule correspondait à l'intervalle entre le 18 et le 20, soit 3 jours après le dernier appel de Roré. Neuza et Roré étaient ensemble, debout près de la fontaine. Mais après cela, ils ont complètement disparu. Un détail des images a attiré l'attention du commissaire Mauricio, la robe de Neuza n'était pas celle à fleurs laissée dans le coffre. C'était une autre, plus claire, à manches courtes. Cela indiquait qu'elle avait changé de vêtements, suggérant qu'elle prévoyait de rester ou de rester sur place. Et pourquoi Roré pleurait-il? Selon João, que s'est-il passé entre les photos et le silence? À la fin de son témoignage, João n'a formulé qu'une seule requête, je ne veux pas retourner là-bas, laissez-moi ici. Il a été transféré, à la demande du bureau du défenseur public, dans un centre psychiatrique de Volta Redonda, où il resterait en observation pour une durée indéterminée. Mais ce qu'il a laissé derrière lui, les images, les notes, la peur est restée aux mains des enquêteurs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez qu'il ne s'agit pas seulement d'une disparition, mais d'un tournant historique. Abonnez-vous pour continuer à suivre, car la suite ne se trouve pas dans les rapports, mais dans ce que personne n'a voulu dire. Si jusqu'alors on doutait de la présence du couple dans la clairière, on savait désormais que Roré pleurait et que Neuza voulait partir. Mais où et pourquoi? Les 2 nouvelles images révélées dans le dossier de João montraient clairement que Roré et Neuza étaient encore ensemble plusieurs jours après leur disparition, bouleversant ainsi la chronologie de l'affaire. Les photos, datées approximativement selon le type de négatif et l'éclairage, ont probablement été prises le 19 ou le 20 janvier. Autrement dit, le couple n'a pas disparu en chemin, on ne les a plus vus après être restés ensemble, par choix ou par peur, au fond des bois. Le chef de la police, Mauricio, autorisa des recherches plus approfondies dans un rayon de 3 km autour de la source. La clairière, déjà familière aux enquêteurs, était désormais considérée comme le point zéro de la disparition, non plus un point de transit, mais le centre de la décision. Mercredi matin, les agents trouvèrent un vieux cahier d'écolier enfoui sous des pierres claires. La couverture portait le nom de Neuza Helena Duarte écrit au stylo bleu, et à l'intérieur se trouvaient 6 pages de notes. Des phrases vagues, non datées, mais émotionnellement claires, il ne veut pas rentrer. La route est là, mais il fait semblant de ne pas la voir. J'en ai assez d'attendre que le silence se transforme en réponse. Si je pars, il reste. Si je reste, je me perds. Des experts de la capitale ont confirmé l'écriture. Il s'agissait bien de celle de Neuza. Pour la police, ces notes prouvaient qu'elle envisageait de quitter Roré ou qu'elle l'avait déjà fait. Mais pour la famille, l'impact fut plus douloureux. Jusque-là, tout le monde croyait leur amour inconditionnel, les lettres, les photos, les gestes. À présent, tout cela révélait une sorte de distance silencieuse, où l'un voulait rester et l'autre ne pouvait plus attendre. À l'école où elle enseignait, la nouvelle des notes fut un véritable choc. Une proche collègue, la professeure Antonia,
commenta, Neuza était calme, mais son cœur était agité. Peut-être ne supportait-elle pas le poids de son choix. Peut-être n'était-ce pas une question de fuite, mais de survie. La question était désormais, Neuza avait-elle réussi à sortir de la forêt, mais comment? Où? Les enquêtes ont étendu leur champ d'investigation aux villes proches de la frontière avec le Minas Gerais. Des lettres ont été envoyées aux hôpitaux, aux paroisses et aux gares routières. Certains rapports sont arrivés, tous peu concluants. Le soir du 31, cependant, un nouvel élément de preuve est apparu. Domingo, un ancien chauffeur de taxi de Barra do Pire, a contacté la police avec un souvenir qu'il préférait jusque-là garder caché. Le 21, une jeune femme demanda à la conduire à la gare routière. D'après lui, elle était silencieuse, très maigre, le regard effrayé. Elle ne portait qu'un petit sac à main et une enveloppe. Elle était vêtue simplement mais proprement. Avant de monter dans la voiture, elle demanda, « Tu veux bien m'emmener sans rien demander ?» Domingo accepta. Et ce n'est qu'à ce moment-là, en voyant la photo de Neuza dans le journal, qu'il ressentit le besoin de le lui dire. La gare routière de Barra do Pire conservait des archives de l'époque. Dans l'un des carnets de correspondance, un nom était noté de manière incomplète, N. Duarte, 12h10, bus pour Juiz de Fora. Ce nom aurait pu être n'importe qui, mais la coïncidence était trop importante pour être ignorée. L'équipe d'enquête a poursuivi sa route vers Juiz de Fora le lendemain. Il n'y avait aucune garantie ni aucun témoin certain, mais un principe s'imposait, suivre ce qui reste. Si vous êtes encore là, c'est que vous comprenez que toutes les disparitions ne commencent pas par un crime, parfois, elles naissent d'un choix. Inscrivez-vous pour suivre les étapes suivantes. La destination est désormais le Minas Gerais. Le nom griffonné à la hâte dans le carnet de la gare routière n'était qu'un fragment, mais à l'époque, tout fragment pouvait signifier un nouveau départ ou une fin. L'équipe de la police civile est arrivée à Juiz de Fora le matin du 2 février. La ville, plus animée et urbanisée que les petites communes de Val do Café, présentait de nouveaux défis, une circulation dense, une surveillance réduite et une quasi-impossibilité de retrouver les personnes qui souhaitaient réellement disparaître. Mais le nom de N. Duarte, inscrit dans le registre des départs, résonnait toujours. Et avec lui, l'image de Neuza, seule, discrète, l'enveloppe à la main, est devenue le centre d'attention. Les agents ont commencé par un hébergement simple près de la gare routière. Une employée de l'ancienne maison d'hôte Boa Esperança a raconté avoir accueilli fin janvier une cliente polie avec un accent de Rio, qui n'est restée que 2 jours. Elle n'avait apporté aucun document, avait payé en espèces et, selon elle, s'appelait Nadia. Elle n'avait qu'un seul sac, lisait beaucoup et sortait rarement. Dans la description de l'employé, un détail a retenu son attention, la broche en forme de fleurs dorées que Nadia portait au col de sa robe, le même cadeau que Neuza avait reçu de sa mère avant son mariage. La broche, que, selon un autre témoignage, elle avait laissée en garantie dans une épicerie quelques jours plus tôt, était réapparue. Grâce à cette confirmation indirecte, la police a reconstitué la chronologie. Neuza avait quitté la forêt, fait du stop jusqu'en ville, s'était réinscrite sous un faux nom et s'était discrètement installée dans la maison. Mais pourquoi se cacher? De qui ou de quoi? Dans les récits de Joao, Roré ne montrait aucun signe de violence, il était triste et résigné. Selon lui, le garçon souhaitait qu'elle reste, mais il ne l'a jamais forcée, il a simplement attendu. Et dans le journal retrouvé, Neuza expliquait clairement qu'elle ne pouvait plus l'attendre. Cette frontière ténue entre amour et exil volontaire a commencé à façonner une nouvelle hypothèse, Neuza a fui la disparition, non pas de l'homme, mais du silence qu'il représentait. La police est revenue à la maison d'hôte avec une photo agrandie de Neuza, prise quelques jours avant le mariage. L'employé a confirmé, c'est bien elle. Elle était juste plus mince, et son regard, son expression, était le même, effrayé, comme si elle ne voulait pas être vue. Les investigations se poursuivirent dans les hôpitaux, les cliniques et les études notariales de la ville jusqu'à ce que, dans un ancien centre de traitement psychologique, il découvre un dossier archivé sur du papier Kraft. Il appartenait à une femme identifiée comme Ndia, née en 1949, présentant des antécédents d'anxiété et d'insomnie.
Le traitement dura 3 séances, toutes tenues en février 1974. Dans la description donnée par le psychologue responsable, un passage ressortait, la patiente exprime des regrets, mais pas de culpabilité. Elle dit avoir besoin de respirer là où personne ne connaissait son nom. Elle ne mentionne pas directement la raison du voyage, mais manifeste le désir d'un nouveau départ. Elle affirme n'avoir aucune intention de retourner à Rio de Janeiro. Cette phrase, où personne ne connaissait son nom, devint un thème récurrent parmi les enquêteurs. C'était la première fois que la véritable motivation de toute cette affaire était exprimée. Il ne s'agissait pas d'échapper à l'amour, mais d'échapper à l'attente, à la pression, à une vie préétablie. Pourtant, l'affaire de Roré restait non résolue. Et c'est précisément pourquoi, le lendemain, la police. Il retourna à la clairière près de la source, là où tout avait commencé. Là, parmi les racines d'un arbre centenaire, caché sous un rocher en pente, se trouvait quelque chose que personne n'avait remarqué auparavant, une petite boîte en métal rouillée à fermeture manuelle. À l'intérieur, une lettre manuscrite, pliée en 4, signée Roré Celestino. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous pour entendre la fin de cette histoire, car il ne reste plus que la lettre, et tout ce qu'elle ose dire. La lettre était soigneusement pliée, l'écriture était celle de Roré, le contenu d'un homme qu'il savait ne plus être recherché, mais qu'il tenait néanmoins à expliquer. Il fallait des gants, de la lumière naturelle et de la patience pour manipuler le papier, déjà jauni par le temps et l'humidité de la boîte. L'écriture était précise, avec des lettres fermes. Roré avait utilisé un stylo bleu ordinaire. Il n'y avait aucune rature, mais le ton des mots révélait une certaine tension. La lettre, adressée à quiconque la trouverait, commençait directement, « Si vous lisez ceci, vous êtes arrivé au même endroit que moi. Merci de votre attention. » Ensuite, Roré décrivit ses derniers jours avec Neuza. Il raconta comment ils étaient arrivés à la clairière par choix, que l'isolement n'était pas un accident, mais une tentative de suspendre le temps. Elle voulait continuer, je voulais arrêter. Le mariage était notre point de départ, mais pour moi, c'était la fin d'un chemin que je ne voulais pas suivre. Il a dit que Neuza ne s'était pas enfuie, qu'elle était partie avec sa permission. Elle m'a demandé si elle pouvait partir, et j'ai dit, oui. Elle est partie avec aisance, nous n'avons pas fui, nous ne nous sommes pas disputés, nous avons juste compris que l'amour ne suffisait pas si l'un de nous voulait disparaître. Il a dit qu'elle avait marché seule jusqu'à la route principale, où elle ferait du stop. Il resta là un jour de plus, enterrant des objets, effaçant des empreintes de pas, voulant protéger ce qui restait de leur mémoire. Je ne voulais blesser personne, je voulais juste qu'ils évitent de retrouver le corps d'une personne déjà morte. Il n'expliqua pas exactement où il allait, mais il laissa des indices. Il dit qu'il habiterait peut-être près des sentiers, peut-être sous un autre nom, peut-être dans un endroit où personne ne le reconnaîtrait comme le mari de quelqu'un. Mais il ajouta aussi que si la lettre était retrouvée, il ne serait plus là. On ne disparaît pas vraiment, on change juste de nom. La lettre se terminait par une demande discrète, si tu retrouves Neuza, ne lui en veux pas. Elle a simplement choisi de continuer à vivre, et j'ai choisi de rester là où je me sentais moins comme une fausse perle. La lecture fut faite en silence par le chef Mauricio, la sœur de Roré, puis par Donna Oria. Chacune réagit différemment. Léla pleurait en silence. La mère de Neuza baissa simplement la tête, tenant la main de sa plus jeune fille. Quelques jours plus tard, à Juiz de Fora, la police a remis une copie de la lettre au centre psychologique où Dia avait été soignée. Le dossier a été rouvert, mais aucune information de cette année-là n'a été enregistrée. Le patient n'est jamais revenu. Aucune nouvelle identité n'a été associée à son nom. D'après les archives du commissariat, l'affaire a été classée sans suite, de la volonté des deux parties. Mais dans la mémoire de ceux qui sont restés, l'absence résonnait encore. Roré n'a jamais été retrouvé, son CPF, registre des contribuables, n'a jamais été réactivé, il n'y a eu aucune transaction bancaire, aucun témoin, rien. Neuza, vivant peut-être sous un autre nom, n'a jamais contacté sa famille, n'est jamais retourné à l'école ni n'a écrit de lettres. La voiture est restée des années dans un garage de Barra do Pirê,
jusqu'à ce que, faute de paiement et d'intérêt, elle soit vendue aux enchères. Aujourd'hui, seuls ceux qui ont survécu à cet été 1974 se souviennent encore du silence qui planait sur Val d'Au Café et du virage du 8e kilomètre, où deux personnes ont cessé d'être elles-mêmes pour tenter d'être autre chose, ailleurs. Gloire.